à toutes et à tous, bienvenue dans La Nature en Image, la chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la nature en photo et en vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'hyper macro avec un objectif que je vais vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir parce que lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'ai regardé un petit peu sur YouTube et sur internet ce qu'on pouvait trouver. On trouve quand même beaucoup d'informations sur cet objectif. Mais encore une fois, ce qui m'a décidé à tourner cette vidéo, pour pas faire une énième vidéo en ce sens, c'est qu'il n'y a quasiment pas de retour de terrain pur comme moi j'aime bien les faire et comme je sais que certains d'entre vous, et c'est pour ça que vous êtes sur la chaîne YouTube, vous avez un retour purement terrain, en direct du terrain. Alors, nous allons donc parler du Laowa 25 mm x 2,5 x 5. C'est un objectif un petit peu particulier. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains parce que vraiment, il demande quelques connaissances techniques en pratique macro avant de pouvoir bien maîtriser cet objectif. De toute manière, je vais vous spoiler cette vidéo. Si vous comptez faire du one-shot avec cet objectif, alors c'est en cela que vous allez avoir besoin de toutes vos connaissances techniques en macro pour pouvoir tenter de faire du one-shot avec cet objectif, mais vous allez voir que ça va s'avérer très compliqué. Sans vous spoiler la vidéo, la profondeur de champ est vraiment, alors à 2,5 acceptable, à 5 en rapport de grossissement, vous l'oubliez quoi, c'est du photo stacking obligatoire. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, c'est un objectif qui ne paye pas de mine, qui est tout petit, mais par contre qui pèse bien son poids, parce qu'il pèse environ 420 grammes. Alors pourquoi je dis 420 grammes environ? Parce que tout dépend de la monture pour laquelle vous allez l'acheter. Si c'est du Sony, il est un petit peu plus lourd, si c'est du Canon, il est un petit peu plus léger, enfin voilà, vous voyez, mais considérez qu'environ 420 grammes pour son poids. Au niveau de l'encombrement, eh bien là vous voyez, il est en version x2,5, donc replié au maximum, et il mesure quand même pas loin de 11 cm. Alors si je le déplie en rapport de grossissement x5, cela va demander un petit peu de fermeté parce que le mouvement demande justement une force suffisante pour bouger l'objectif en x5. C'est intéressant en cela parce que vous n'avez pas de mouvement parasite qui va venir, si vous mettez l'objectif la tête en haut ou la tête en bas, venir comme par exemple sur le 6600 de chez Sigma, avoir cet effet de pompage non désiré qui va faire en sorte que l'objectif va s'ouvrir involontairement ou se refermer involontairement. Là, il faut vraiment mettre un petit coup de force parce que vous voyez, là je tire dessus quand même pas mal pour pouvoir le sortir en x5. Alors, une fois qu'il est déplié en x5, il mesure grosso modo environ 17 cm. Alors, c'est un 25 mm comme vous pouvez le constater. La lentille frontale est vraiment toute petite. C'est une toute petite lentille frontale. Et le gros avantage, c'est que vous voyez l'iris du diaphragme directement derrière la lentille frontale. C'est une iris qui, elle, est composée de 8 lamelles. Alors, au niveau du bokeh, ces 8 lamelles vont avoir une importance quand même capitale, c'est parce que vous allez vraiment avoir des taches lumineuses vraiment de forme circulaire et non pas hexagonale ou... Ensuite, ce qui est très intéressant sur cet objectif, c'est que ici, en sérigraphie, alors j'ai pas regardé, tiens, ça me fait penser, je regarderai avant de finir de tourner la vidéo, je vous dirai si les inscriptions sérigraphiées sur le corps de l'objectif, par rapport au rapport de grossissement, sont des fois fluorescentes ou phosphorescentes, avec une lecture en studio, qui peut être dans la pénombre parfois, ça pourrait être intéressant. Je vous dirai ça, je regarderai, je suis en train d'y penser, là je regarderai, je vous tiendrai au courant au cours de la vidéo. Alors, donc ces inscriptions sérigraphiées, vous avez le rapport de grossissement qui est directement sérigraphié sur le corps de l'objectif. C'est-à-dire que moi, si je veux un rapport x4, eh bien, je viens refermer légèrement mon objectif. Voilà, j'ai 4.0, 2.1, donc rapport de grossissement 4:1. Si je veux du x3, je viens là, tac, je referme encore mon objectif, et là, j'ai un rapport de grossissement x3.
Ça c'est quand même bien, ça évite de jongler un petit peu par rapport au tâtonnement, à la recherche du rapport de grossissement, à la louche, comme sur certains objectifs. Là c'est quand même vraiment très intuitif et j'apprécie grandement que ce soit marqué sur le corps de l'objectif. De l'avoir entre les mains, ça me permet de me rappeler que un des gros bémols de cet objectif, c'est la protection arrière de l'objectif au niveau de la baïonnette, parce que comme vous pouvez le voir, voilà, le cache qui vient verrouiller le corps de l'objectif au niveau de la baïonnette ne tient absolument pas. C'est une catastrophe. Il me fait penser exactement à l'Irix 150 macro version ciné, où là c'était aussi une catastrophe. Donc là je sais pas, alors par chance il n'y a pas de contact électrique à ce niveau là, puisque c'est un objectif qui est tout manuel, mais ça nous reviendrons plus en détail. Il n'y en a pas, donc comme ça c'est vite vu, il n'y a pas de dommages qui peuvent intervenir sur ces contacts électriques. Par contre vous avez la lentille interne qui va venir plus ou moins, alors même s'il y a beaucoup de marge, parce que là j'ai presque 4 cm de marge entre le bord de mon objectif au niveau de la baïonnette et puis la lentille à l'intérieur de l'objectif. Donc bon, ça serait vraiment pas de bol que quelque chose vienne détériorer la lentille à l'intérieur. Mais voilà, enfin, je trouve ça dommage que dans le sac, combien de fois j'ai retrouvé l'objectif qui n'était plus protégé en façade arrière parce que le capuchon s'était barré. C'est un objectif qui va vous permettre d'avoir des ouvertures de f2.8 à f16. En x5 f2.8, la profondeur de champ est quand même vraiment rikiki. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de photostacking, parce que là la profondeur de champ x5 de 8 one shot, c'est même pas la peine d'y penser. Vous verrez les images de présentation, la profondeur de champ est vraiment infime. Alors cela peut avoir son avantage au niveau artistique dans certaines situations, mais dans d'autres situations ça va engendrer quelques complications par rapport à la mise au point. Il est bien évident que vu que c'est un objectif qui va vous permettre de rentrer dans l'hyper macro, parce que x5 nous rentrons dans l'hyper macro, nous sommes à la limite potentiellement des objectifs qui pourraient s'apparenter au microscope. Là, vous allez voir que distance minimale de mise au point, 4 cm environ de mon sujet. Je suis très près de mon sujet. Si j'ouvre à 2.8, évidemment je vais avoir de la lumière, mais je vais avoir très peu de profondeur de champ. Si je ferme à f16, je vais avoir beaucoup de profondeur de champ par rapport à 2.8, mais par contre je vais avoir très peu de lumière. Alors là, pour comprendre le phénomène de fonctionnement de la lumière par rapport notamment à la macro, je vous renvoie à la formation que j'ai faite sur le site de WooSkill. Je vous en parle en long, en large, en travers depuis plusieurs mois maintenant. Mais allez-y, allez jeter un œil à la formation parce qu'elle va vous apporter plein de clés par rapport à la compréhension de la lumière en photographie et notamment par rapport à la lumière en macro. J'ai suffisamment essayé de rendre le truc accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre et y trouver un petit peu ces petits. Donc là, 3-4 cm de son sujet par rapport à la mise au point. F16, faut obligatoirement de la lumière artificielle pour pouvoir tirer quelque chose de son sujet. Vous allez voir sur les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure sur le terrain, c'est vraiment très très sombre. Il faut que nous montions à des ISO, 12800 ISO. Hier, il faisait un grand beau soleil quand j'ai fait quelques photos afin d'illustrer mes propos dans cette vidéo. Je peux vous garantir que le temps était complètement différent d'aujourd'hui. Je suis quand même monté f16 x5 12800 ISO pour avoir de la lumière et pour avoir quelque chose sur mon capteur. Donc après 12800 ISO, comment vous dire que bruité, compagnie, là il faut avoir un bon logiciel de post-traitement pour pouvoir débruiter les images, qu'elles soient agréables à regarder et que ça ne soit pas vraiment parasité par le bruit. Donc là c'est pareil, hein, les ouvertures sont sérigraphiées sur le corps de l'objectif, de 8, 4, 5, 6, 8, 16. Vous avez
un petit point entre le 8 et le 16 qui vous donne F11. Donc là je pense qu'ils n'ont pas eu la place de sérigraphier le 11 pour symboliser l'ouverture F11, mais lorsque je tourne ma bague de diaphragme, je sens bien le cran disponible entre F8 et F16, donc il y a vraiment un cran F11. Vous allez voir sur les photos d'exemple au niveau des ouvertures, mais la course entre chaque cran d'ouverture est vraiment bien pensée, puisque si je me mets sur 2.8, j'ai quasiment 1 cm entre F2.8 et F4 de course au niveau de la bague de diaphragme. Par contre, cette distance de course va s'amenuiser au fur et à mesure que je vais monter en ouverture, tout simplement dans le sens où je pense qu'ils vont symboliser le fait que je vais fermer mon objectif et que je vais apporter de moins en moins de lumière. C'est un petit peu la symbolique qui va vous permettre de toucher du bout des doigts que plus vous allez avoir une course entre deux ouvertures qui va se réduire, moins vous aurez de lumière qui va rentrer sur le capteur. Alors, ils n'ont pas été jusque vraiment à symboliser la division de lumière par deux, puisque vous savez qu'entre deux ouvertures normalisées, il y a 2 fois moins de lumière ou 2 fois plus de lumière qui arrive sur le capteur. Là, grosso modo, je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui s'approche de cette sensibilité. Parce que entre 2.8 et 4, j'ai quasiment 1 cm. Entre 4 et 5.6, j'ai quasiment 6-7 mm. Entre 5.6 et 8, j'ai grosso modo 5 mm. Entre 8 et 11, j'ai 3 mm. Et entre 11 et 16, j'ai 2 mm. Je ne vous ai pas parlé de la chose qui fâche, du prix. Cet objectif coûte environ 450 € sur le marché. Alors encore une fois, tout dépend de la monture pour laquelle vous achetez cet objectif. Mais grosso modo, il comptait 450 € sur le marché. C'est un objectif par contre qui a déjà quelques années derrière lui, qui a vraiment fait ses preuves sur le terrain, notamment en hyper macro. Donc, je veux dire, si vous allez chercher un petit peu tous les rapports que vous allez pouvoir trouver sur tous les blogs ou sur toutes les chaînes YouTube dédiées à la macro, alors bien souvent c'est en anglais ou dans d'autres langues que vous ne maîtrisez peut-être pas, mais ils sont tous unanimes pour vous dire que cet objectif est quand même vraiment très intéressant d'un point de vue technique et d'un point de vue rapport à l'image qu'il produit. Eh bien écoutez, là je vais arrêter la présentation de l'objectif. Donc là maintenant nous allons aller sur le terrain. Je vais brancher le Ninja pour vraiment vous montrer en détail ce que cela peut donner au niveau de la profondeur de champ et surtout au niveau de l'apport de lumière que cela peut avoir en fonction de l'ouverture. Et vous allez voir que les choses vont se corser. J'ai pas trouvé grand chose à photographier, donc là je vais me rabattre sur des sports de mousse pour illustrer un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Même si je vais mettre un petit bémol à ce que j'ai dit. Ah, je me décale un petit peu, voilà. Je vais mettre un petit bémol à ce que j'ai dit en première partie de cette vidéo, c'est parce que nous pouvons faire du one-shot avec ce 25 mm de Laowa, bien évidemment. Mais par contre, il faut vraiment avoir à l'esprit toutes les connaissances qu'il vous faut pour maîtriser le one-shot avec cet objectif. Et il vous faut aussi pas mal de maîtrise par rapport à la macro pour pouvoir faire du one-shot avec cet objectif. Parce que si vous ne faites pas attention un petit peu aux exifs que vous allez utiliser, vous allez vite monter dans les ISO pour aller chercher de la lumière. Et dans certains cas, j'ai fait exprès de prendre quelques photos, je freeze les 32 000 ISO. Alors même si Lightroom, quand même, arrive pas mal à débruter ce genre de photos à ces ISO énormes. N'empêche que, voilà, 32 000 ISO, ça reste quand même... voilà, c'est plus de la photo à ce niveau-là. C'est du bruit. Donc, si vous débutez la macro et que vous voulez ce genre d'objectif, attention. Alors, en studio, j'insiste lourdement là-dessus, mais en studio, il vous faudra un éclairage d'appoint. Ça, c'est obligatoire, surtout si vous faites du photostacking. Et si vous allez vraiment chercher la petite bête dans ses moindres détails. Donc là, maintenant, je vais vous proposer de voir un petit peu en direct via le Ninja, comme je fais habituellement. Vous allez pouvoir constater que même en stabilisant le maximum possible ma vidéo, je vais quand même avoir pas mal de mouvements. Donc je vous préviens d'ores et déjà, parce que j'ai commencé à tourner un petit peu les jours derniers quelques vidéos qui ne me plaisaient pas du tout. Donc je tiens à vous prévenir qu'il va y avoir du mouvement dans les vidéos à venir, notamment au niveau du Ninja.
Mais là, voilà, c'est parce que nous sommes tellement près de notre sujet que la moindre vibration fait que bah, voilà, la vibration est tout de suite retranscrite en direct sur le capteur et ça, voilà, ça pardonne pas. Donc voilà, je tiens à vous prévenir, je fais mon maximum pour essayer de stabiliser au plus les vidéos à venir. Et vous allez voir que parfois, bah, je n'y arriverai pas tout simplement. Nous allons donc mettre un petit peu en lumière, si je puis dire, ces spores là sur la mousse. Pour ce faire, je vais commencer mes prises de vue à 2.8 pour que vous voyez bien un petit peu la profondeur de champ à 2.8 en x2, alors x2.5 pour être précis. Je vais faire 2.8, 4, 8, potentiellement 11 en x2, 5. Et après, je basculerai directement en x5 pour voir un petit peu la différence de profondeur de champ entre le x2.5, le x5 et les différentes ouvertures. N'empêche que je vais essayer de faire quelque chose d'assez plaisant au regard. Donc je vais essayer de peaufiner un petit peu la prise de vue, je vais essayer de peaufiner la mise en œuvre, je vais essayer de peaufiner les réglages et notamment surtout tout ce qui est cadrage. Donc là je vous laisse juge des photos que je vais tenter de faire avec ce Laowa 25. Donc sans plus attendre, c'est parti, allons sur le terrain. Alors déjà la première chose à faire c'est d'essayer de trouver son sujet. Donc je vais essayer de trouver un sujet pour lui tirer le portrait. Voilà. Alors là, ça c'est pas trop mal, mais j'en ai un autre derrière. Ah, ça pourrait être sympa ça. Ça pourrait être sympa. Oh putain, coup de bol. La mise au point parfaite d'entrée de jeu. Alors par contre, là je suis pas verrouillé. Je vais me verrouiller. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai mis en œuvre le rail micrométrique de chez Nissi. Donc je vais vraiment m'en servir pour faire la mise au point. Et là vous voyez ce que je vous expliquais il y a quelques instants. Hein. La moindre vibration ne pardonne pas. Là, je suis vraiment sur du millimètre. Alors, je suis à F4, donc j'ai dit que j'allais commencer à F2.8, donc je me mets à 2.8. Et j'ai perdu mon sujet, évidemment. Alors, vous voyez, en ce qui concerne la profondeur de champ à 2.8, et là, je suis qu'à x2, x2.5, la profondeur est vraiment des plus infimes. À tel point que j'ai du mal, même avec le rail micrométrique, à faire la mise au point. Je vais sortir du mode loop, parce qu'en fait, le mode loop, ça m'embête plus qu'autre chose. Ok. Là, ça, c'est pas trop mal. Au niveau de l'histogramme, qu'est-ce que cela dit? Je suis pas mal. Je suis à +1. Ok. Mais écoutez, je vais faire ma première photo. Alors, retardateur 5 secondes. Parce que là, encore une fois, les vibrations sont énormes. Voilà. Tac. Là, maintenant, je vais me mettre à F4. Hop. F4. J'attends que ça se stabilise un petit peu. Impec. Alors, maintenant, F5.6. Hop. Donc là, évidemment, bah, je vais commencer à vraiment fermer mon objectif, donc je vais être en manque de lumière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mes ISO gentiment par palier de 2, puisque j'ai réglé mon appareil photo en demi-IL. Je vous renvoie sur les vidéos qui traitent du paramétrage de l'appareil photo pour comprendre ce dont je veux parler. Ok. Donc là maintenant F8. Donc là c'est pareil, maintenant tac tac. Non, j'ai dit que la vitesse je l'ai laissée, c'est les ISO. Donc vous voyez là déjà entre F2.8 et F8, j'ai le deuxième spore qui est derrière mon sujet, qui commence à apparaître. Alors évidemment, ce qui veut dire que la profondeur de champ est en train de s'augmenter gentiment. Mais là, vous pouvez voir que la profondeur de champ n'est vraiment pas exceptionnelle. Hein. Et puis, si je regarde la distance qui sépare mon sujet, qui est ici,
Vous voyez, il est juste là mon sujet et mon objectif. J'ai grosso modo 4 cm, 4 cm et demi de distance de mise au point entre la lentille frontale et mon sujet. Ce qui n'est vraiment pas grand chose. Et comme je vous l'ai expliqué dans la présentation de l'objectif, quel que soit le port de grossissement que vous allez mettre en place, cette distance minimale de mise au point ne changera pas. Elle restera de 4 cm, 4 cm et demi. Donc là, F11. Et allez, je vais quand même aller à F16 pour bien vous montrer. Tac. Hop, F16. Alors là, donc, qui dit F16 dit profondeur de champ maximale, mais fermeture de mon iris au maximum, donc très peu d'apport de lumière. Ce que nous pouvons voir sur les ISO, là maintenant je suis à 10 000 ISO alors que j'ai commencé à 800 ISO. Donc la profondeur de champ de f2.8 à f16 a bien augmenté, elle s'est bien arrangée. Par contre, évidemment, mon bokeh en a pris un coup, puisqu'il est beaucoup moins harmonieux à f16 qu'à f2.8. Enfin, en ce qui me concerne. Je pense que la gestion idéale de cet objectif au niveau de l'ouverture, c'est f4, f8. J'avoue qu'entre f4 et f8, mon cœur balance. Je pense qu'à f8, nous avons un rendu qui est très intéressant, avec une belle profondeur de champ exploitable, mais qu'à f4, au détriment de la profondeur de champ, le bokeh est donc forcément beaucoup plus intéressant à travailler, beaucoup plus harmonieux, en ce qui me concerne encore une fois. Et je dois dire que je pense que à l'avenir, quand je vais travailler avec cet objectif, ce sera f4, f8, mais très certainement f4. Donc là maintenant, je vais passer sur le rapport de grossissement x5, et là vous allez voir que nous allons aller jouer dans une autre cour. Et au niveau des mouvements parasites, du bouger, etc., vous allez voir que là, c'est infernal. Donc je vais vous prendre quand même une photo avant de bouger pour voir un petit peu la profondeur de champ, enfin la distance de mise au point. Alors, là je suis en train de me rendre compte d'une chose très intéressante, c'est que vous pouvez voir sur l'image là, à l'heure où je vous parle, la profondeur de champ à 2,8 de cet objectif. Vous voyez sur la tige de mon sport, là, j'ai vraiment une toute petite zone de netteté, une toute petite zone de profondeur de champ. Et je voulais vous la mettre en surbrillance pour bien que vous la voyez. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est qu'avec le Ninja, vous ne voyez pas la zone de marquage. Mais là, enfin bon, elle se voit bien, hein, ça parle de soi-même. À ce niveau-là, c'est quand même assez impressionnant. J'ai l'impression que là, c'est pas trop mal. Alors, donc là, f2.8, rapport de grossissement x5. Mon sujet est ici. J'ai essayé à ce qu'on voit mon doigt. Voilà. Mon sujet est juste là. Donc, grosso modo, par rapport à mon objectif, là, je suis à environ 4 cm de mon sujet. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, à de nombreuses reprises. Maintenant, je vais essayer de faire une photo. Alors là, je pense qu'il va falloir que je mette le temporisateur à 10 secondes et puis à 5. Ouais, si 5, ça va. Ouais, la netteté n'est pas forcément là où j'aurais aimé qu'elle soit. Ça a dû bouger un petit peu. Tac. Donc maintenant, je vais passer à F4. Hop. Donc là, il va falloir que je monte mes ISO. Donc là, F4, je prends ma photo. Ok. Donc là maintenant, F5.6. Le soleil se cache, évidemment, j'ai moins de lumière. Tac. Ok. F6.3. F8, pardon. Où est-ce que je vais, moi, F6.3, n'importe quoi. Donc là, vous pouvez constater aussi, nous commençons à apercevoir l'arrière-plan et les autres spores qui apparaissent gentiment dans le bokeh arrière. Ce qui veut dire que ma profondeur de champ évolue sur le terrain, hein, bien sûr.
Donc voilà un petit peu sur le terrain comment se comporte cet objectif. Je dois dire que j'ai eu en ma possession le NPE65 de chez Canon et je trouve que la luminosité du Laowa 25 est nettement meilleure. Il est beaucoup plus lumineux que le MP65, même si j'aime pas faire de comparatif, mais je veux dire la preuve en est quand même. Hein. Moi je le trouve beaucoup plus lumineux. Et d'un point de vue utilisation, bah, c'est des plus rudimentaires. Hein. Il n'y a pas de fanfrelas, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'accessoires ou d'options superflues. Ça reste de la mécanique pure, de la belle mécanique, de la belle optique. Et comme vous avez pu le constater, son efficacité sur le terrain est quand même assez redoutable. Alors là, nous sommes en milieu naturel, ce qui apporte un petit handicap supplémentaire à cet objectif. Mais écoutez, je démonte le matériel et je vous reprends pour un petit débriefing et une petite conclusion de cet objectif. Alors voilà, notre vidéo touche à sa fin. Notre tour d'expérience de cet objectif arrive donc à son terme. Et que pouvons-nous dire en conclusion de cet objectif? Alors je vais décomposer cette conclusion en deux temps. Le premier temps qui sera un retour purement terrain et le deuxième temps un retour studio. Même si je ne fais quasiment jamais de studio. Mais je vais quand même vous en toucher un petit mot. Alors, sur le terrain, vous avez vu que cet objectif est quand même assez particulier à mettre en œuvre et qu'il faut quand même avoir de bonnes connaissances macro, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue théorique, parce qu'il va demander quand même pas mal de concentration dans l'utilisation et quand même pas mal de dextérité. Vous avez vu au long de la vidéo que je préconise quand même pas mal le photostacking avec cet objectif. Alors surtout si vous débutez dans la macro ou si vous en êtes encore à un stade où vous apprenez vraiment à gérer la macro sur le terrain. Ne vous servez pas de cet objectif sur le terrain. Vous allez vous frustrer. Vous n'arriverez pas à avoir ce que vous voulez sur le terrain parce que la profondeur de champ étant telle que c'est quand même assez compliqué de pouvoir faire du one shot, surtout lorsqu'on débute la macro. Et en ce sens, cela risque d'être très très compliqué pour vous. Ensuite, le photostacking sur le terrain reste tout à fait possible, comme vous avez pu le voir. Alors, même si je n'ai pas fait de stacking sur le terrain, je n'ai fait que du one shot. Cela reste tout à fait possible avec un rail micrométrique, un bon trépied, et puis de la patience pour faire la mise au point aux petits oignons. Alors vous avez vu que la profondeur de champ est quand même assez faible, qu'elle demande pas mal de concentration et beaucoup d'attention, parce que lorsque vous êtes au millimètre de profondeur de champ au maximum, et au minimum largement sous le millimètre, surtout à x5, cela demande quand même pas mal de concentration pour pouvoir faire une profondeur de champ continue sur l'ensemble de vos photos. Surtout que si vous faites une série de 20-25 photos, cela va commencer vraiment à devenir compliqué de mettre en œuvre tout ça. Surtout si vous débutez. Donc ensuite, je vais faire le parallèle avec le studio, comme nous venons de le voir. Donc en studio, vous avez beaucoup plus de confort d'utilisation, puisque déjà vous êtes dans un milieu maîtrisé, et que vous allez pouvoir gérer votre lumière, et puis votre composition aux petits oignons comme bon vous semble. Et surtout, vous allez pouvoir vous servir d'équipements annexes par rapport à l'aide à la mise au point. Si ce n'est par exemple un second écran qui va vous permettre vraiment d'agrandir l'image et de pouvoir vraiment suivre votre profondeur de champ tout au long du stacking et vraiment gérer le truc. Alors concrètement, je vous rappelle que cet objectif est purement manuel, qu'il n'y a aucun automatisme dans la gestion de votre image. Et en cela, c'est pour ça que j'insiste lourdement, comme à mon habitude, mais si vous débutez le macro ou si vous êtes en cours d'apprentissage de la macro, attention à l'utilisation de cet objectif. Hein. Il n'y aura aucun système de rattrapage pour vous éviter du flou de bouger ou pour vous assurer que la profondeur de champ est optimale par rapport à votre composition. Donc voilà, moi cet objectif, je vais le classer en troisième position de mon top. Reste néanmoins quand même le Laowa 90 x2 qui est mon best-seller. Hein, là-dessus, ça c'est mon objectif fétiche. Ensuite viendra le Sony 90 mm, toujours macro évidemment. Et puis en troisième position, c'est Laowa 25 x2 5. Mais est-ce que je continuerai à me servir de cet objectif? Rien n'est moins sûr parce que, encore une fois, sur le terrain,
je suis pas sûr qu'il apporte bien grand chose, surtout par rapport au sujet que je prends en photo, puisque papillons, fleurs. Alors j'ai fait quelques photos de fleurs, hein, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Vous les avez vus défiler à l'écran. Mais voilà, autant je trouve que c'est un bel objectif, autant je trouve qu'il a un potentiel assez impressionnant. Mais dans ma pratique, je ne suis pas sûr de pouvoir l'exploiter à 100%. Donc je pense que je le revendrai plus ou moins rapidement. Donc voilà, je viens de faire 2 dernières photos avec cet objectif pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné un petit peu et qu'elle vous aura appris des choses par rapport à cet objectif. Je vous rappelle qu'il y a toujours les visioconférences mensuelles sur la chaîne de disponibles. Hein. Il suffit simplement de me faire la demande par mail et la première est offerte. Il y a toujours de disponible sur le site de WooSkill l'information sur la gestion de la lumière en photographie. Elle vous apprendra quand même pas mal de choses, cette formation, notamment par rapport à la lumière et surtout à comprendre la lumière en macro, même si j'aborde le phénomène un peu plus de manière générale. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en marge de cette vidéo, hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre, comme en mon habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Faites-vous plaisir, faites des photos.